Oui, donc c'est au sujet du livre que j'avais envie d'écrire parce qu'effectivement, je me disais que quand même le sommeil est extrêmement important et on le néglige totalement dans notre société. Et donc, ce livre s'appelle Notre sommeil, une urgence absolue. Alors, c'est vrai qu'avec toutes les urgences actuelles, l'Ukraine, la Nouvelle-Orléans, Los Angeles, la Palestine, le gouvernement, ça paraît too much comme titre, vous ne trouvez pas? En tout cas, c'est ce que j'ai pensé quand Odile Jacob m'a dit que le titre qu'elle voyait, ce serait Le sommeil, une urgence absolue. Alors, ce n'était pas exactement la même chose. Alors ça ne me convenait pas. C'est-à-dire que j'étais choquée à la fois par le terme d'urgence, encore plus par celui d'absolu. Et avec notre sommeil, ça passait mieux. En tout cas, ça donnait un côté collectif au titre qui me plaisait bien. Et je me suis demandé pourquoi, finalement, ça m'avait choquée de pas tout de suite accepter ce titre. Parce que c'est vrai que dans mon livre, je passe quand même 270 pages à parler de l'importance du sommeil et de la façon dont on le maltraite sans aucune considération et sans conscience des dégâts qu'on occasionne par un sommeil insuffisant ou de mauvaise qualité. Ce qui veut dire que je m'insurge contre le fait qu'on ne le mette pas en avant comme une priorité. Et la prévention, vous le savez, en France, a toujours été la grande oubliée de notre système de soins. Et ce qui est valorisé et mis en avant dans notre organisation des soins, c'est qu'on soit autour des organes, donc ce sont les urgences, les maladies chroniques où l'on est vraiment malade et où il faut faire quelque chose tout de suite avec le pronostic vital qui est engagé. Alors, de fait, je me suis dit que j'avais un vieux réflexe qui me faisait relativiser l'importance du sommeil, un peu comme si c'était finalement normal que l'on considère que le sommeil est un élément de plus à prendre en compte, certes, mais qui passe après. Et là, je me rends compte que ma pensée est dysfonctionnelle, que c'est forgé par des siècles d'habitude. Du coup, ça ne vous rappelle rien, ça? Nous avons une façon de penser qui nous vient d'un héritage sociétal et d'habitudes culturelles dont il est difficile de se débarrasser, et le sommeil n'y échappe pas. Dans l'ère du temps, vous savez qu'il y a la notion de déconstruction qui touche des théories décoloniales et indigénistes, des idéologies racisées et des formes contemporaines du néo-féminisme. Et, alors je ne suis pas du tout wokiste, mais je trouve le concept intéressant pour repenser le sommeil, car c'est bien de ça dont il s'agit. Au-delà d'une éducation au sommeil absolument indispensable, me semble-t-il, et qu'il faudra apporter à tous, dans tous les niveaux et dans tous les secteurs de notre société et depuis l'enfance, il nous faut déconstruire la représentation sociétale de notre sommeil pour détricoter toutes les croyances et les représentations erronées qu'on véhicule. En quelque sorte, faire une super TCC communautaire. Et du coup, oui, il y a bien urgence pour notre sommeil. Alors, ça fait 45 ans que j'étudie le sommeil et que j'ai eu la chance de le faire dans un des premiers labos de sommeil français, celui du docteur Odile Benoît, à la Salpêtrière. Elle était médecin et particulièrement orientée chronobiologie à une époque où, au cours de nos études de médecine, on parlait de constantes biologiques avant tout. Et il n'y avait guère que le cortisol, où on nous enseignait que le cortisol était plus élevé le matin que le soir. Et il n'y avait aucun cours sur le sommeil. Donc voilà. Juste un cours en pharmacologie sur les somnifères. Et quand Odile Benoît m'a demandé si je savais ce qu'était la chronobiologie, j'avoue que je l'ai regardée d'un air bizarre, parce que j'étais très troublée de voir cette dame sérieuse, scientifique de renom, me parler d'un terme qui m'évoquait plus les biorhythmes et donc la cartomancie que la science. En effet, dans les années 60, non, je me vieillis quand même un peu, dans les années 80, il y avait une grande passion populaire pour les biorhythmes, où le physique émotionnel et intellectuel était censé définir notre future forme calculée sur la base de courbes établies à partir de la date de naissance. Vous voyez, ça donne ça. Ensuite, je suis rentrée vraiment dans la chronobiologie et ce que ça représentait. Ça m'a passionnée. Et j'ai eu la chance de rencontrer et de connaître Alla Ehrenberg, Michel Siffre, Alex Borbelli, Charles Czeisler, Daniel Kripke, David Kupfer, Thomas Wehr, Anna Virjustis et quelques autres. Et le sommeil,
c'est vraiment le premier rythme chronobiologique. Cette notion de rythme pour les êtres vivants est vraiment fondamentale. Cette alternance d'un état éveillé à un état endormi est la clé de notre énergie, de notre santé. Et notre société occidentale ne s'est pourtant intéressée qu'à l'homme éveillé. Toute la physiologie a été étudiée avant tout sur l'homme éveillé, et comme on l'a vu tout à l'heure aussi sur l'homme mort. Notre médecine s'est construite autour de l'homme éveillé. Et l'homme endormi n'intéressait pas grand monde, car le sommeil était considéré comme une suspension de l'inconscience, d'un arrêt des fonctions, à l'exception du cœur. Ça avait été montré depuis longtemps qu'il continuait à battre pendant le sommeil, et même que le sang continuait à couler. Il y avait des expériences rapportées au Moyen-Âge où on coupait les veines pour voir que le sang coulait. Donc il se passait encore quelque chose. Et dans notre société, l'homme endormi n'a pas beaucoup d'intérêt. Il ne pense pas, il ne produit pas. Bref, il ne sert à rien. Dans les pays asiatiques, le rapport au rythme biologique et l'alternance du sommeil et de l'éveil n'est pas du tout celui que nous connaissons. Dans la médecine chinoise, le rôle des méridiens est différent selon les horaires spécifiques du jour et de la nuit, et le sommeil est crucial pour maintenir l'équilibre de l'organisme et prévenir les maladies. Dormir est vécu comme fondamental pour une bonne santé, et, je ne sais pas si vous le savez, le droit à la sieste est inscrit dans la constitution chinoise. Alors, pourquoi de tels blocages sur le sommeil, et pourquoi on s'est aussi peu intéressé à lui depuis aussi longtemps? Alors déjà, il y a des considérations religieuses. Il faut savoir que le sommeil, dans toutes les sociétés, civilisations anciennes, c'était un moment sacré de mise en relation avec Dieu. Et on pensait que pendant le sommeil, et surtout pendant le rêve, l'âme sortait du corps pour entrer en communication avec les esprits, avec Dieu, d'où la peur de réveiller le dormeur, avec le risque que l'âme ne réintègre le corps, mais pas nécessairement d'une bonne façon, et donc que les pires choses puissent arriver. Cette échappée temporaire vers l'au-delà donnait au sommeil un rôle particulier. C'est pourquoi dans l'Antiquité et dans les sociétés plus primitives, que ce soit les aborigènes d'Australie, les Indiens d'Amérique, le sommeil, avec le rêve, avait une fonction de divination, mais aussi de prédiction sur les faits importants de la vie, à la fois sur le plan personnel, mais aussi sur le plan collectif. Par exemple, en Australie, le nom d'un nouveau-né ne lui était donné que le jour où l'un des membres de la communauté rêvait de lui, et de son avenir et de son rôle pour la communauté. Le deuxième point, qui n'est pas le moindre, qui fait que peut-être c'était difficile d'étudier le sommeil, c'est que pour étudier le sommeil, il faut être soi-même réveillé, et ça peut être quand même un obstacle. C'est fatigant. Et puis surtout, on n'avait aucun moyen pour étudier le sommeil. Il a fallu attendre les études de Hans Berger avec la création, enfin la découverte et la mise en place de l'activité, de la mesure de l'activité électrique du cerveau pour faire l'électroencéphalogramme, pour arriver à se rendre compte qu'il se passait quelque chose quand on dormait et qu'il y avait une activité qui était d'ailleurs très très intéressante, qui a été progressivement décrite avec en début du siècle, du XXe siècle, et vous en connaissez les étapes, hein, bien entendu, et la description des stades, c'est bien précisé, avec la découverte du REM sleep des Américains, où l'étudiant William Demant rentre dans la chambre pour mettre de l'encre dans les encreurs, il voit une activité cérébrale importante, avec des mouvements oculaires extrêmement riches, il pense que le sujet d'expérience est réveillé, il lui parle, et là, pas de réponse, le sujet dormait. Et dans le même temps, il dormait avec des mouvements oculaires rapides, d'où le nom de REM sleep. Dans le même temps, ou à peu près, il y avait Jouvet qui regardait ses chats dormir et qui voyait qu'il y avait une hypotonie musculaire qui survenait périodiquement. Et alors que l'activité électrique était très, très intense, donc il appelle ça le sommeil paradoxal, il a fallu encore
à peu près 2 ans pour que les deux équipes se mettent d'accord pour dire que c'était en fait le même sommeil qui était découvert. Et ce qui a donné lieu après une guéguerre entre les Américains qui parlaient toujours de REM sleep et des Français qui parlaient de sommeil paradoxal. Mais enfin bon, en tout cas, ça a été une grosse avancée. Et depuis la fin des années 50, puisque c'est dans cette époque-là que ça a été complètement finalisé, ces stades de sommeil, eh bien, la découverte du sommeil, de sa physiologie, de ses règles et de ses fonctions n'a cessé de progresser. Mais pour comprendre qu'il intervenait un peu dans tout ou presque tout, ça a mis du temps pour le prouver, avec des avancées, surtout depuis les années 2000. C'est vraiment récent. On connaissait bien la fonction cardiovasculaire, enfin on connaissait bien, on savait que le sommeil est impliqué, avec la régulation de la tension artérielle, la prévention des accidents vasculaires, la régulation de l'humeur et l'équilibre psychique, mais les autres fonctions comme la régulation du poids, du métabolisme, le rôle renforçateur des défenses immunitaires ou la prévention des maladies dégénératives, ça c'est beaucoup plus récent. Et du coup, on voit bien que le sommeil, c'est quelque chose d'essentiel et c'est en quelque sorte le meilleur médicament préventif. Mais vous savez aussi qu'on nous parle dans notre société du fait qu'il faut manger, bouger. Et donc, on nous raccroche le fameux slogan « manger, bouger », ce qui est quand même une erreur fondamentale parce que je crois que c'est dormir, manger, bouger qu'il faudrait dire. Et oui, parce que quand on interroge les gens, en général, ils mettent le sommeil en premier déterminant d'une bonne santé. Et pourtant, on l'oublie tout le temps. Enfin, le dernier point, c'est que le sommeil, c'est dérangeant. Il est terriblement subversif, le sommeil. Il renvoie à la paresse, à l'inefficacité, à l'improductivité. Je ne sais pas si vous avez vu le film Alexandre le Bienheureux. Si vous ne l'avez pas fait, il faudrait le visionner. C'est vrai que dans notre société 24-24, ce qui est valorisé, c'est l'engagement permanent, la réactivité immédiate, le fait d'être non pas en veille, mais en alerte permanente. La performance est reliée à la capacité de rester réveillé. D'ailleurs, si vous lisez le livre de BHL qui vient juste de sortir, c'est un monument par rapport à ça. Et c'est un contresens diabolique. C'est-à-dire que quand je vous dis qu'il faut déconstruire, il y a vraiment du boulot derrière. Alors, il y a des modifications de notre environnement qui vont expliquer aussi notre changement, notre rapport par rapport au sommeil. Enfin, on l'a évoqué déjà ce matin. Mais déjà, pour dormir, on ne peut pas dormir n'importe où, n'importe quand ou n'importe comment, sauf si on est en privation de sommeil extrême. Et il y a des règles qui allient la sécurité et le confort, et aussi tout ce qui va toucher la lumière. Alors la sécurité, c'est très très important parce que, bien sûr, nos conditions de sommeil, en règle générale, vis-à-vis des dangers extérieurs, ont considérablement évolué. On est maintenant dans des appartements ou des maisons qui sont plutôt confortables. Et donc on craint rarement la bête féroce qui va nous dévorer, comme au temps préhistorique. Mais il faut quand même se protéger des intempéries, des personnes qui peuvent quand même aussi vous agresser ou des personnes malveillantes qui vont venir vous dépouiller. Et donc, on a cet habitat qui nous construit des chambres modernes, plutôt confortables. Mais ce n'est pas juste du confort. Il faut bien imaginer que la chambre, c'est aussi un espace où on peut s'isoler, on peut se couper des soucis, on peut se couper du travail pour rentrer un peu dans sa bulle. Et ça, parfois, on l'oublie. Et il y a des gens qui, de plus en plus, et dans notre société notamment, apportent de plus en plus de choses dans la chambre. Donc, ce n'est pas simplement un espace douillet, c'est un espace de protection psychologique contre tout ce qui va ou qui peut nous agresser. Mais... petit détail, cet espace, il est souvent partagé avec un conjoint, avec un compagnon. Et là, il faut aussi s'intéresser, quand on est médecin du sommeil, à ce qui se passe avec l'autre. Parce que ça peut être un perturbateur du sommeil, un gêneur, voire un agresseur, parfois, pour le patient qui vous consulte
Et il ne va pas vous dire tout de suite ce qui peut se passer à ce niveau-là si vous ne lui posez pas les questions. Mais la grande mutation de notre sommeil, c'est lié à des modifications liées à notre mode de vie et à notre environnement. Le grand truc, on l'a vu, on l'a évoqué ce matin, c'est la sédentarité. Ne plus bouger, en fait, on bouge pratiquement plus, on ne fait pas grand-chose maintenant. Nous sommes passés d'une vie physiquement active en extérieur une bonne part du temps, avec une alimentation quotidienne qui était très ajustée à nos besoins, à l'exception de quelques fêtes, hein, quand on voit les menus qu'ils mangeaient il y a 150 ou 200 ans, c'est absolument horrible. On se demande comment ils pouvaient arriver à ingurgiter tout ça, mais c'était une fois tous les 6 mois ou tous les ans. Sinon, le quotidien était plutôt beaucoup plus sobre. Mais donc on est passé à une vie très sédentaire, majoritairement à l'intérieur des murs, avec une alimentation quotidienne surchargée et déséquilibrée. Tous ces éléments vont perturber notre santé. Contrairement au mauvais sommeil, on a des indicateurs sur l'obésité qui est en train de progresser. Et là, si on regarde, par exemple, ce qui se passe, j'ai juste pris les courbes chez les enfants, les garçons, hein. Vous voyez que l'obésité a formidablement augmenté dans les pays d'abord à forte croissance économique, mais maintenant partout. En fait, c'est un problème général. Et il y a toujours quand même une différence entre les zones rurales et les moins développées qui restent relativement protégées. Mais cette tendance évolue rapidement et les derniers chiffres de la World Obesity Federation sur les projections pour 2025 indiquent qu'environ il y aurait 18% des hommes et 21% des femmes dans le monde qui seront obèses. Et alors sur le sommeil, on n'a pas les mêmes chiffres. On ne peut pas présenter des courbes de cette façon-là. Mais vous savez qu'il y a un lien entre l'obésité et le sommeil qui est énorme, un lien bidirectionnel. Dormir insuffisamment avec un rythme irrégulier va favoriser la prise de poids. Et l'obésité retentit sur le sommeil. Non seulement il y a un sommeil souvent plus fractionné, mais il y a un risque d'apnée qui est vraiment majoré. Pour vous rappeler les choses, une prise de poids de 10%, s'accompagne d'une augmentation moyenne de 32% de l'IAH et augmente le risque de développer un syndrome d'apnée obstructive de l'ordre de 6. Donc c'est quand même très important. Le deuxième aspect, c'est notre rapport à la lumière. Alors on l'a beaucoup évoqué ce matin. Vous voyez qu'entre 1970 et l'an 2000, le monde s'éclaire. Alors l'évolution du mode de vie a connu de ce point de vue des changements majeurs. Autrefois, les sociétés étaient essentiellement structurées autour d'une activité agricole et d'élevage avec une forte activité en extérieur, donc une exposition importante à la lumière extérieure. Mais avec l'industrialisation, de plus en plus de gens ont migré vers des emplois industriels et de bureaux, ce qui a réduit l'activité physique et le temps passé dehors. Mais ce changement n'a été possible que parce que la technologie était au rendez-vous. Et par rapport au sommeil, tout a changé avec l'apparition du contrôle de la lumière, de son développement et de son envahissement. Il y a eu des étapes, très lentes au début, mais depuis le siècle dernier, on assiste vraiment à une accélération avec une présence de la lumière de plus en plus intrusive et envahissante. Alors le feu, il a été découvert il y a bien longtemps par nos ancêtres, les Homo erectus, avant même l'Homo sapiens, il y a plus d'1 million d'années. Et l'homme a su l'apprivoiser avec des torches, des lampes à huile, des lampes à gaz, des bougies. Mais c'était dangereux. Et notamment au niveau des villes, il y a eu des incendies terribles qui se sont passés parce que la plupart des maisons étaient encore construites en bois. Et sans compter que c'était peu performant en termes de luminosité. Donc après, on a ce qu'on a un peu évoqué ce matin, enfin même tout à fait évoqué. Alors l'ampoule électrique de Thomas Edison, ça a marqué vraiment il y a vraiment un avant et un après. Alors c'est lui qu'on a retenu comme inventeur, mais c'est pas tout à fait exact, parce que c'était James Brown Lindsay
qui avait déjà réalisé un prototype plus de 40 ans avant, mais qui n'a pas percé parce que le gaz qu'il utilisait faisait que l'incandescence ne durait pas très longtemps et ça éclairait mal. Donc évidemment, il n'a pas gagné la postérité. Et c'est Thomas Edison qui a remporté la mise. Alors c'est vrai que grâce à cette fichue lampe, on peut repousser la nuit qui arrive si tôt en hiver et être à l'intérieur avec la capacité de voir correctement. Mais c'est aussi grâce ou à cause d'elle que le travail de nuit va autant se développer à la fin du XIXe siècle. La troisième étape qui a marqué nos changements d'habitude, alors là plus domestique, ça a été l'arrivée de la télévision. Et la télévision, elle commence à se développer dans des prototypes dans les années 60 avec des émissions qui s'arrêtaient tôt. 22h30, c'était fini, parfois minuit. Mais c'est avec l'arrivée de Canal+, en 84, donc, suivi de peu de la 5, qu'il y a des émissions qui vont continuer jusqu'à 3h du matin. Mais en fait, il y avait assez peu de gens qui regardaient ces programmes tardifs, plutôt les jeunes qui étaient très friands de ces émissions. Et c'était plutôt regardé le week-end. Mais ce qu'il faut voir, c'est que la télévision, elle a joué le rôle de donneur de temps pendant des générations. C'est-à-dire que vous aviez, avant le journal de 8 heures, des émissions pour les enfants, du style Bonne nuit les petits, où finalement, on mettait les enfants au lit. Et puis après, il y avait l'heure du repas, avec la télé, tout le monde regardait, et à la fin des actualités, eh bien, c'était le film. Et donc tout le monde regardait le film. Ce qui fait que dans les pays, en France notamment, enfin les autres je ne sais pas, mais je pense que ça devait être à peu près pareil, il y avait un rythme imposé qui était très régulier, avec un début, une fin. Et ce qui fait qu'à la fois la télévision a un petit peu décalé les horaires de sommeil pour les faire arriver un petit peu plus tard, mais en réalité ça donnait aussi un temps social qui était là. Ensuite, il y a deux découvertes qui vont se combiner pour entraîner un changement drastique. C'est Internet et le téléphone portable. Alors vous savez que la création des réseaux de communicants entre ordinateurs, ça commence assez tôt, dans les années 60. C'était dans les universités au départ, universités américaines, puis en Europe. Et c'est avec la naissance du protocole TCP/IP, oui, Transmission Control Protocol et Internet Protocol. Internet naît officiellement en 1983. Et c'est une progression fulgurante, puisque en 84, il y a 1000 ordinateurs connectés, en 89, il y en a 100 000, en 92, 1 million, en 96, 36 millions, en 2021, 4 milliards 600 millions. Petit détail, donc, qui n'est pas des moindres, il y a Facebook, premier réseau social qui naît en 2004, qui est créé par Mark Zuckerberg avec 4 copains à Harvard. Et en moins d'un an, il est étendu à différentes universités des USA et au Canada. Au départ, c'était un trombinoscope avec l'idée entre le trombinoscope et le site de rencontre, disons, et qui avait donc pour but de faire se rencontrer tout ce petit monde étudiant ensemble. Et à peu près dans le même temps, on voit les téléphones portables qui deviennent des smartphones. Et dès qu'il y a eu en fait la combinaison du smartphone et des réseaux sociaux, là, en fait, ça permettait de communiquer avec les autres, de se concentrer sur Internet et d'être sur les réseaux sociaux n'importe quand, c'est-à-dire, en fait, tout le temps. Alors, sur le plan technologique, ces téléphones, ils évoluent vers des outils à tout faire, comme on dit dans le milieu geek, sauf le café, mais avec des écrans qui éclairent nos nuits et qui éclairent surtout les yeux, comme des petits soleils. Et la chose nouvelle avec Internet et avec le téléphone portable, c'est qu'il n'y a plus de temps structuré. Il n'y a plus de début, il n'y a plus de fin. Quand vous êtes en communication avec quelqu'un sur une messagerie, quelle qu'elle soit,
Vous n'allez pas redire bonjour, comment ça va, etc. C'est d'emblée, vous continuez la conversation ou vous introduisez un nouveau thème de conversation, mais sans avoir mis une fin à la précédente, enfin, la plupart du temps. Ce qui veut dire qu'il y a une déstructuration temporelle complète, avec en prime une dose de lumière qui réactive bien les neurones à des moments inopportuns, mais aussi avec un contenu émotionnel qui peut être très prégnant. Les messages qu'on peut s'envoyer ou qu'un groupe peut envoyer à une personne peuvent être extrêmement perturbants. Alors, du coup, on en arrive à une société 24-24. Alors, ça a commencé, bien sûr, avec le travail de nuit, qui s'est développé donc dans la seconde moitié du 19e siècle. Mais que ce soit le travail de nuit ou le travail en 3-8, il y a deux conséquences à chaque fois. C'est la diminution de la durée de sommeil et l'irrégularité des horaires de sommeil. Et ces constats sur la santé sont connus depuis les années 70. Depuis la seconde moitié du XXe siècle, on savait que ce type de travail s'accompagnait de plus de troubles cardiovasculaires, plus de troubles digestifs, plus de prise de poids, plus de dépression. Ça, c'était déjà repéré à l'époque. À l'époque, on pensait que c'était essentiellement lié à la privation de sommeil, alors que la dimension de rupture de rythme et co-responsable des troubles ne s'est réellement affirmée que depuis une vingtaine d'années, et encore avec des limitations, comme le disait Jacques tout à l'heure. La répartition de l'activité en fonction du jour et de la nuit, ça va aussi varier selon les milieux. En zone rurale, la zones d'activité qui sont privilégiées autour de l'élevage et de la culture, le mode de vie reste plus traditionnel en semaine, avec des couchers tôt et des levers tôt. En revanche, en ville, c'est beaucoup plus diversifié. Il y a des métiers de nuit qui sont ceux des urgences, des veilleurs, des équipes de sécurité. Enfin, il y a certains métiers aussi qui sont plus exposés, comme ceux des artistes ou les créateurs qui vont avoir tendance à privilégier des activités plus nocturnes et d'élevés plus tardifs. Idem pour ceux qui n'ont pas d'emploi ou qui ont des activités intermittentes qui favorisent l'irrégularité des couchers tardifs. Ces 40 dernières années, d'ailleurs, la société s'est globalement décalée plus tard. Dans les rues commerçantes de Paris, il y a 40 ans, les commerces ils étaient souvent ouverts à 8 h du matin. Les boulangers à 6 h ou 7 h du matin. Maintenant, quand vous arrivez à trouver un truc ouvert à 10 h, vous êtes content. Et par contre, les commerces se sont décalés le soir. C'est-à-dire que, pas les tout petits commerces de coin, mais les grandes chaînes ouvrent beaucoup plus tard. Les Monoprix ferment à 10 h, 11 h. Et puis même des petites boutiques qui restent aussi ouvertes jusqu'à 11 h du soir. Donc, on se décale et notre rapport du temps par rapport au temps s'est modifié. On a l'habitude d'avoir tout de suite, avec une instantanéité du moment, la réponse immédiate, la dispersion de l'attention, avec des activités multitâches qui contribuent de plus en plus à apporter de la fatigue et paradoxalement, moins d'efficacité. La notion de rythme se perd et toute une part de notre société essaye de vivre sur un temps linéaire. Chaque moment est semblable au précédent et au suivant. Seules les machines fonctionnent comme ça. En tout cas, tant qu'elles ne sont pas cassées. La cyclicité, c'est vraiment le propre du vivant. On l'a bien vu tout à l'heure avec Jacques. Que ce soit chez les plantes, les poissons, les vers, les oiseaux, les mammifères, les singes ou les hommes, nous sommes des êtres cycliques. Le sommeil vient en pause par rapport à l'éveil pour permettre cette recharge, cette réparation, cette reconstruction pour repartir sur une nouvelle journée. Et la lumière naturelle est vraiment fondamentale dans cette organisation. Cette récupération n'est pas aussi simple que celle des plantes. Vous savez que les plantes ont un phénomène qui s'appelle la photosynthèse, c'est-à-dire qu'elles, sous la lumière, elles se chargent et après elles vont se décharger. On est un petit peu plus compliqué que ça, mais bon, il y a quand même quelque chose de ça. Et
simplement, la notion de rythme de sommeil est probablement l'aspect physiologique du sommeil qui est le plus difficile à comprendre pour les médecins, pour les gens même qui sont formés. Mais alors pour le grand public, c'est encore plus complexe. Alors, merci à Alex Borbély en 81 d'avoir représenté le sommeil avec son modèle à deux systèmes. Un mécanisme homéostasique lié à l'accumulation de facteurs de sommeil, que vous voyez en haut. Et on peut tenir éveillé jusqu'à un certain point où la pression de sommeil sera trop forte. C'est un modèle en fait linéaire. Et ce mécanisme est sous-tendu par une durée de sommeil idéale. Il est assez intuitif. Quand je suis fatiguée, je dors. Tant que je peux tenir, je tiens. Mais si nous ne fonctionnons qu'avec ce moteur, il y aurait de grandes disparités entre les gens et la vie sociale serait bien délicate. Mais c'est bien en accord avec la vision de certains. Hein. Si vous discutez avec certaines personnes ou avec certains de vos patients, ils vont vous dire que de toute manière, le sommeil il doit venir sur commande. Je veux dormir, je dors. Je veux rester réveillé, je tiens. Et tout ça avec tous les comportements déviants que ça va entraîner, c'est-à-dire prise de somnifères pour dormir et prise d'excitants pour rester réveillé. BHL le décrit très bien, vous conseille la lecture. Un second mécanisme circadien, lui, c'est-à-dire de 24 heures, vient compliquer un peu le modèle pour nous, qui est le modèle précédent, en introduisant un rythme biologique fort, et ce rythme biologique fort, on en a bien parlé tout à l'heure, c'est effectivement l'alternance du jour et de la nuit, c'est-à-dire un rythme qui fait intervenir la rotation de la Terre sur elle-même et autour du Soleil. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que ça veut dire que notre sommeil, il a un lien avec notre environnement cosmique. Et c'est pas évident en fait. Alors en situation d'isolement temporel, on voit bien que les gens se décalent de plus en plus tard. Je ne vais pas y revenir. Ils ont un rythme veille-sommeil qui s'allonge, mais avec une rythmicité qui persiste, même s'il y a une certaine diversité dans l'adaptation. Et la période des individus, ceci étant, on n'a pas réussi à modéliser les différents schémas librement choisis par les sujets isolés, car les expériences ont été au plus de 205 jours avec Michel Sipe qui était descendu dans une grotte au Texas, et avec un seul groupe plus important de 15 personnes pour une durée de 40 jours, dans l'expérience récente de Deep Time, qui est intéressante néanmoins, parce que même s'il n'y a pas eu de publication, il y a eu un livre, il y a eu des communications quand même. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'était dans un espace qui était très grand, de plusieurs kilomètres, donc les gens pouvaient vraiment s'isoler eux-mêmes avec leur possibilité de gérer leur lumière comme ils le souhaitaient. Et on voit qu'il y a un rythme qui s'installe dans tous les cas, mais les rythmes étaient très différents. Et au bout d'une quinzaine de jours, il y a Christian Gau, qui était l'initiateur du projet et qui participait, le coordinateur, a franchement râlé parce qu'en fait, tout ce qui était de l'ordre des besoins de cette communauté n'était plus respecté. C'est-à-dire qu'il y avait tout un travail à faire pour réapprovisionner, évaluer les déchets, nettoyer les pompes, enfin bref, mais qui ne pouvait pas se faire avec une personne seule. Il fallait qu'il y ait plusieurs personnes en même temps. Donc, il fallait donc qu'il y ait de nouveau quelque chose de social qui se recrée dans cet environnement-là. Et là, du coup, il y a eu, après un second temps de synchronisation par sous-groupe. Si les gens étaient ensemble, ils se mettaient à se caler un peu les uns sur les autres. Et sinon, il y avait toujours des individus isolés, mais il y avait quand même un rôle social, un synchroniseur social qui intervenait pour devenir le synchroniseur prédominant dans ce mode de vie particulier où il n'y avait pas de lumière. Mais c'est l'alternance de la lumière-obscurité qui vient donner une synchronie naturelle pour nous permettre de fonctionner dans une société organisée. Et c'est là que c'était intéressant. Alors, il y a des populations plus exposées. Hein. Vous savez que
Ça, c'est le travail de Ronenberg qui avait montré que le milieu du sommeil était situé à différents moments selon l'âge de vie. Et on voit que les adolescents sont ceux qui ont le milieu du sommeil le plus décalé, le plus tardif. Et effectivement, la tendance des adolescents, c'est de repousser la nuit. La soirée, c'est pour eux un moment de liberté. Et avec le portable, avant le portable, l'ado lisait sous la couette, sous les draps. Il regardait la télé jusqu'à la fin des programmes quand il le pouvait. Il y a un désir de vivre intensément. Il y a un désir de s'affranchir des parents qui, eux, dorment. Donc un temps qui est de liberté, vraiment. Et l'ado va jusqu'au bout de la nuit, surtout le week-end, avec des décalages, parfois avec une inversion complète, et un ado qui dort le jour. Alors, dans une étude sur le sommeil de l'adolescent qui va paraître et qui a été réalisée par le réseau Morphée, sur l'autonomie des ados par rapport à leurs horaires, en fait, on voit que si les parents donnent une consigne pour aller au lit, eh bien, les ados se décalent moins et surtout dorment plus longtemps. Alors que ceux qui étaient sans aucune consigne sont beaucoup plus décalés, la semaine et le week-end bien sûr, et ils dorment moins longtemps. Donc dès qu'on met un cadre, dès qu'on redonne un signal un peu synchroniseur, pour les ados notamment, eh bien, eux, ils vont prendre une certaine liberté par rapport à ça, mais ils vont quand même entendre ce qui s'est dit et ils vont en tenir compte, en tout cas pas mal. Mais c'est en psychiatrie qu'on voit les déstructurations de rythme les plus importantes. Vous voyez que vous avez 2 agendas là, avec un patient dans une période où il est plutôt pas mal et une période où il est franchement en train de faire n'importe quoi. Et cette désorganisation des rythmes biologiques en psychiatrie a été découverte depuis la nuit des temps. La mélancolie était connue depuis l'Antiquité, depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ. Et la désorganisation du sommeil a été rapportée dans tous les écrits sur les troubles psychiatriques. Et il faut savoir que nos patients, ils présentent aussi bien des insomnies que des hypersomnies, et en tout cas que leur rythme est très souvent désorganisé, décalé, retardé, anarchique. Et la maladie psychiatrique est quelque chose d'une expérience hors du temps, en tout cas hors du temps social. La luminothérapie est une thérapie qui a été largement utilisée pour le sommeil et les troubles de l'humeur. On l'a vu tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'important que d'être soumis à la lumière, de pouvoir suivre ce rythme. Et d'autre part, apprendre aussi à nos patients à décoder les symptômes pour pouvoir repérer les signes prémonitoires d'une désorganisation de leur rythme comme un signe d'alerte qui devrait les faire consulter. Et finalement, si pour mieux dormir, on envisageait une écologie du sommeil. Nous venons de voir que notre environnement et notre mode de vie interagissent avec notre sommeil. Sachant que l'écologie est une science qui a pour objet les relations entre les êtres vivants avec leur environnement ainsi qu'avec les autres êtres vivants, franchement, il n'y a rien de plus écologique que le sommeil. Pour mieux dormir, il faut veiller à ce que ces interactions se passent bien. Et tout ce que nous avons, je dirais un peu maladroitement, appelé hygiène du sommeil depuis des années, avec ce terme désuet utilisé dans les théories hygiénistes de la fin du 19e, il faudrait peut-être changer un peu notre terminologie et finalement parler plutôt d'écologie du sommeil, parce que qu'est-ce qu'on va faire? On va privilégier un sommeil de nuit, ne se coucher que quand on a sommeil et que pour dormir, se lever quand on est réveillé, protéger son sommeil du bruit de la lumière, et donc ne pas utiliser les portables bien sûr ou tout autre appareil dans son lit, respecter des horaires réguliers, bouger et faire une activité régulière dans la journée, favoriser des interactions sociales et en groupe, profiter de la lumière dans la journée. C'est vraiment les bases de l'écologie du sommeil. Mais simplement, pour arriver à de telles consignes, il y a
un travail individuel à faire avec nos patients, mais c'est aussi une éducation au sommeil dès le plus jeune âge qu'il faudrait mettre en place, et pour obtenir des changements dans ces rapports que nous avons avec notre sommeil. Et c'est là que ça pose une question politique. Alors, le sommeil et les politiques. Wow. Alors, vous voyez que Obama, lui, disent que 4 heures doivent suffire. Poutine, avec Medvedev, nous relayons pour dormir. Margaret Thatcher, 4 heures de sommeil me suffisent. Vous voyez qu'il y a 4 heures quand même. Hein. Ils sont autour de ça. Bref, il est de bon ton, quand on est président, de dormir peu. Beaucoup de responsables politiques dorment dans leur voiture, dans leur avion, enfin dans leur avion, n'exagérons rien, dans l'avion, dans leur bureau. Certains sont de vrais courts dormeurs, d'autres pas vraiment. Mais que dire de leurs collaborateurs, ceux qui, malmenés dans leur sommeil, toujours avec le sourire, hein, et qui n'avoueront jamais que se coucher à 3 heures du matin pour se lever à 7 heures du matin, c'est difficile, eh bien, nécessairement dans l'eau, et du fait de ce qu'on sait sur les effets de la privation de sommeil et sur la concentration, les performances, sur la créativité, eh bien, il y a plein de collaborateurs qui vont avoir des bugs. Et à ce niveau de décision, ça peut être un problème, vous l'avouerez. Les parlementaires, quand les dossiers sont importants et chargés, ils prennent des décisions en fin de séance par leur vote, à 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin. Et le couvre-feu digital, c'est pas pour eux. Quand on voit le nombre de textes, de lois redondants, mal ficelés, parfois contradictoires, on peut se dire qu'un peu d'écologie du sommeil pour eux, ce serait pas mal. Et nous avons un exemple intéressant qui vient de se dérouler tout récemment. Il y a eu un article dans Le Monde, le 3 janvier de cette année, donc, publié à 5 heures du matin. Alors là, il paraît que je suis mauvaise langue, on m'a dit que c'était un robot qui publie à 5 heures du matin. Bon, ok, d'accord. Eh bien, BHL raconte qu'au travers de télégrammes, enfin, il textote lors d'un somni partagé avec Macron, donc c'est quand même, on est dans le haut du panier, le président de la République et le philosophe échangent des textos nocturnes. Bernard-Henri Lévy suggère au chef de l'État, quelques semaines après l'attentat du 7 octobre en Israël, de bâtir une coalition anti-Hamas sur le même modèle que celle visant l'organisation de l'État islamique. Ça va quand même remonter jusqu'au Quai d'Orsay, qui est pris de court, et ça se solde par un échec diplomatique cuisant. Bon, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça ? Qu'au plus haut sommet de l'État, on n'est pas plus futé que l'ado du coin. Et deuxièmement, que bien souvent, les idées de génie nocturne s'avèrent le lendemain de piètres réflexions. Donc on n'est pas aidé sur le plan politique, et il y a encore beaucoup de travail pour nous avant de changer le regard qu'on a sur le sommeil et déconstruire toutes les croyances négatives qui y sont rattachées. Alors, un petit peu d'optimisme. Aux États-Unis, il y a William Dement en 1992 qui avait lancé le programme Wake Up America, National Sleep Alert, ça s'appelait intégralement. Et ce programme visait à sensibiliser le public aux problèmes de somnolence et au manque de sommeil, les considérant bien sûr comme des enjeux de santé publique. Et il avait beaucoup travaillé sur les accidents et mis en avant toute la responsabilité du sommeil dans ces accidents. Et finalement, il avait un gros travail de lobbying qui avait pas mal marché avec les politiques, au point qu'il y a eu le Congrès a créé le Centre national de recherche sur les troubles du sommeil au sein du National Health. Et ce centre, qui continue aujourd'hui à fonctionner, et surtout à financer et à coordonner la recherche sur le sommeil à l'échelle nationale et l'éducation sur le sommeil, a des fonds non négligeables, comme vous le voyez, hein, ça fait quand même 100 000 dollars par an, 100 millions de dollars par an. C'est une façon... je ne pense pas que ça ait changé de façon drastique la façon dont on considère le sommeil aux USA, mais ça aide quand même au niveau de la recherche. Et on serait assez content qu'en France, il y ait un lobbying qui se mette en place pour faire un peu la même chose. En tout cas, il faudra bien pourtant qu'un jour, l'homme endormi soit pris en considération par rapport à l'homme réveillé, au moins
pour pour ce qu'il représente en temps d'existence, hein, c'est quand même le tiers de notre vie. Voilà, je vous remercie de votre attention.